Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode du sommet Business Shower. Nous sommes plus que ravis de vous accueillir pour ce sommet et nous commençons aujourd'hui les présentations avec Mélissa. Bonjour Mélissa. Bonjour Marine. Alors Mélissa, tu vas nous parler d'un sujet qui concerne, je pense, beaucoup de monde. Oui, à vrai Mais dire avant, 70. Ah pardon. vas-y, À excuse-moi, vrai dire 70% en fait, des entrepreneurs. quand même. Mais avant d'en dire plus sur ce sujet, je te laisse te présenter. Eh bien bonjour à tous, donc je m'appelle Mélissa Leroyer, je suis copilote branding et business. Grosso modo, j'accompagne les entrepreneurs à clarifier, structurer et développer leur entreprise à leur image. Et qu'est-ce qui t'a poussé à être à ton compte aujourd'hui? Ce qui m'a poussée à me lancer dans l'entrepreneuriat, je dirais que c'est, en fait j'ai passé 5 ans, à Montréal. Et ma dernière expérience était, au sein du développement économique de la ville de Montréal, donc auprès d'entrepreneurs, parce qu'on était donc un organisme dédié à la création et à la reprise d'entreprise. Et du coup, j'ai baigné dans l'entrepreneuriat pendant, plus de 2 ans et j'ai aussi ressenti un non-sens, dans la manière que j'avais de travailler. C'est-à-dire que je ressentais quand j'étais au travail que, je devais être là par moment pour être là, alors que je n'étais pas forcément productive ni efficace. Et du coup, bah, heu, quand je voyais les autres se lancer dans l'entrepreneuriat, être beaucoup plus libres et aller vers une activité passion et moi qui étais, bah, un peu enfermée dans un cadre, à devoir être productive à un instant T, à un moment donné, bah, je me disais: «Mais, il y a quelque chose qui venait me déranger, en fait, à l'intérieur de moi» et je me suis dit, et pourquoi je me lancerais pas moi aussi à mon compte, en fait? Et comme ça, je serais plus libre d'avoir un planning, qui me convient, de travailler, à ma manière, à ma façon, avec qui j'ai envie et puis voilà. Donc c'est une envie de liberté? Ouais, je suis quelqu'un d'assez libertaire, c'est une de mes valeurs, prioritaires, on va dire. Et ouais, de voir des personnes passionnées aussi, la passion, ça c'est quelque chose qui me parle et de voir des gens à leur compte passionnés par ce qu'ils faisaient, animés, de voir, enfin, tout le monde parlait de son projet comme de son bébé, en fait je trouvais ça trop, très touchant et du coup, de voir de les voir comme ça, hyper engagés auprès de leur projet et en même temps super libres de le manœuvrer, comme ils en avaient envie, bah, ça m'a donné envie. Mais ça n'a pas pour autant été facile, d'où le sujet qu'on va aborder. D'où le sujet. Est-ce que quand tu t'es, est-ce que juste avant ou au moment de sauter le pas et de te lancer, tu as reçu, des conseils qui ont été bons ou mauvais? Ouais, bah, justement, le meilleur conseil que j'ai reçu, c'est un conseil d'une amie, Aurélie, qui est: «Saute et le filet, apparaîtra». Alors c'est un peu, facile à dire comme ça, plus facile à dire qu'à faire, mais finalement, quand on fait confiance un petit peu à la vie et quand on se fait confiance, on met en fait en place des choses qui nous permettent de effectivement faire apparaître ou du moins tisser le filet qui va nous réceptionner et nous orienter vers derrière sur le bon chemin. Donc ce conseil a été vraiment, hyper porteur pour moi où je me suis dit: «Bon, au bout d'un moment, on va pas non plus, voilà, rester, enfermé dans ses peurs il faut y aller et puis voir ce qui se passe, quoi». Ouais, c'est une belle image. Mmh. Ouais, ouais, c'est vrai, enfin, je me suis dit: «Beh, c'est vrai, au bout d'un moment, allons-y, quoi. Enfin, sinon, il se passera rien, hein». Comme un trapéziste, au cirque, qui, fait des figures et il est confiant parce qu'au final, il y a le filet, quoi, Mmh. dessous. Et est-ce qu'il y a un conseil, qu'on a pu te donner qui finalement, était pas que tu aurais pas dû écouter ou Ouais. que tu as pas senti? C'est dur pour moi de trouver un conse enfin, on m'a pas donné de mauvais conseils honnêtement,
Après, je peux peut-être parler des erreurs que moi j'ai fait plutôt, ou enfin, des conseils que je me suis donné, enfin, des mauvaises pratiques que je me suis appliquées à moi-même et qui sont en plus en lien avec le syndrome de l'imposteur que je vais aborder par la suite. Mais c'est grosso modo de se mettre à se comparer par rapport aux autres ou encore d'écouter les peurs de notre entourage. Parce que moi, ça a été le cas. Je suis issue d'une famille qui n'est pas entrepreneur et du coup, quand j'ai annoncé à mes parents notamment que j'allais me lancer à mon compte, c'était le gros mystère et du coup, la frayeur derrière de l'inconnu en fait. De se dire, mais C'est dans ça. quoi tu embarques qu'est-ce qui t'attend qu'est-ce que tu vas faire concrètement et comment tu vas anticiper voilà, les revenus et l'attraction des clients et la prospection, etc. Donc, voilà. En tout cas, ne pas, enfin, c'est pas des conseils, mais c'est des choses à éviter. Ce serait voilà, de ne pas écouter les peurs des autres, de rester centré sur soi et puis de ne pas se comparer aux autres non plus, même si on est bien évidemment tenté et que ça peut également aider parce que l'inspiration vient aussi des autres et c'est important de regarder aussi ce qui se fait à côté. Donc, je pense que tu en parleras dans le processus créatif aussi. C'est possible. Mais ouais, voilà ce que je dirais en tout cas pour les erreurs à éviter. Donc le thème que tu vas aborder aujourd'hui, c'est le syndrome de l'imposteur. Oui, Oui. effectivement. Je vais aborder aujourd'hui le syndrome de l'imposteur parce que c'est un syndrome que j'ai vécu et que je vis toujours encore un petit peu lorsque j'ai de nouveaux projets qui se lancent, hein. Il revient quand même toquer à la porte assez souvent. Mais du coup, j'avais envie de parler de ce sujet-là parce que c'est un syndrome, bah, comme je disais, que 70% des entrepreneurs rencontrent à leur démarrage et même au cours de leur carrière, mais qui peut aussi toucher des personnes qui sont salariées, hein, qui postulent par exemple à un nouveau projet ou à une nouvelle offre ou même dans la vie personnelle où on pourrait ne pas se sentir légitime, par exemple, d'être parent ou d'être beau-parent. Mais voilà, si je pouvais définir du coup le syndrome de l'imposteur, pour ceux qui ne le savent pas, le syndrome de l'imposteur, finalement, ça va être un phénomène psychologique en fait d'autodépréciation de soi, c'est-à-dire qu'on va mettre en doute nos capacités, nos compétences, on va créer un sentiment de ne pas être à la hauteur dans ce qu'on fait vis-à-vis de ses clients quand on est entrepreneur ou vis-à-vis de sa famille ou de son futur employeur quand on est salarié ou dans sa vie personnelle. Mais voilà, c'est vraiment un sentiment d'illégitimité, de ne pas être à la hauteur et qui est en lien avec les autres. Finalement, on va s'imaginer qu'ils vont découvrir qu'on est un imposteur ou qu'on n'est pas à la hauteur finalement de ce qu'on prétend proposer ou être ou vendre. Et toi, comment tu l'as vécu ou comment tu le vis? Est-ce que tu aurais des exemples, un retour d'expérience, à nous partager ou à nous décrire pour illustrer, ce sujet? Alors, ça n'a pas été facile. Honnêtement, donc, quand je me suis lancée, c'était vraiment, j'ai envie de dire la croix et la bannière, mais c'était vraiment pas facile du tout pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat. J'avais vraiment la peur de ne pas être à la hauteur, tout simplement, par rapport à ce que je proposais et ce que je demandais. En fait, à la base, moi, je voulais me lancer. J'avais 8 ans d'expérience en communication marketing et j'étais un vrai couteau suisse dans mes expériences passées. Donc, vraiment capable de faire voilà, de la rédaction, de la création, du conseil stratégique, de la planification, de l'événementiel. Et du coup, c'était très compliqué pour moi de me lancer en tant que couteau suisse. C'était pas, j'y arrivais pas. C'était trop. Déjà, c'était trop mélangeant et puis c'était trop. Enfin, j'avais l'impression de me la raconter clairement, d'être dans une posture où ouais, j'allais tromper le client en fait en me présentant ainsi. Et du coup, j'ai préféré, enfin, je voulais me lancer dans du conseil stratégique et de l'accompagnement auprès des entrepreneurs, mais sachant que je commençais, je pouvais pas, je me sentais pas légitime de le faire en fait.
Et du coup, je me suis un peu cachée derrière une casquette de webmaster et de designer graphique. Alors même que je n'avais pas les formations, mais parce que j'étais en mesure de le faire, parce que je m'étais formée auprès d'une amie, et puis parce que c'était quelque chose que j'avais quand même eu l'habitude de gérer et d'apprendre à faire au cours de mes expériences passées. Mais grosso modo, voilà, j'ai préféré me cacher derrière une activité qui donnait un livrable palpable plutôt que derrière Mmh. des compétences intellectuelles et la matière grise que je pouvais mettre à profit auprès d'entrepreneurs qui auraient pu être demandeurs, hein. Mais du coup, j'ai quand même vendu ces compétences-là de matière grise, mais sans les valoriser, parce que je ne me sentais pas à la hauteur de les valoriser. Alors, je ne sais pas si mon propos est super clair, mais Tu te sentais pas assez experte? c'est ça. Je préférais me cacher derrière des livrables, des choses palpables que de vendre de Mmh. la matière grise, parce que je me sentais imposteur, en tout cas, de vendre la matière grise. Donc c'est plus une, question d'expertise que de perfectionnisme? Il y a eu les deux, parce que le syndrome de l'imposteur entraîne ça aussi, c'est-à-dire que soit on va aller chercher un maximum de formation pour aller justement avoir la coche de l'expertise qui est bien là. Et Sylvie en parlera dans son Mmh. épisode numéro 2 où elle parle justement de l'erreur qu'elle a faite, de faire plusieurs formations et de se surformer en fait à tout jusqu'à en faire une overdose. Mais là, moi, dans mon cas, en fait, j'avais l'expertise puisque j'avais plus de 8 ans d'expérience dans la communication marketing. Euh, pour autant, je n'arrivais pas à la reconnaître moi-même. Mmh. Et derrière, dans ce que je faisais en termes de livrables, dans mes créations graphiques ou mes sites internet, j'allais dans la perfection parce que là, je n'avais pas non plus l'assertif qui allait et j'avais peur d'être démasquée de ça, alors que je savais que j'étais, enfin, finalement, je savais que je proposais quand même quelque chose dont j'étais capable de faire, hein, mais voilà, c'était jamais assez bien, donc fallait toujours voilà, retoucher dans les moindres détails, voilà, aller dans du perfectionnisme vraiment hyper poussé qui me faisait perdre un temps fou et finalement, on vient à dévaloriser mon travail, dans le sens où l'investissement versus la rétribution qui est demandée n'est plus équilibré. Et d'ailleurs, une des conséquences du syndrome de l'imposteur, c'est que, enfin, moi je l'appelle le syndrome de la mère Teresa, mais c'est grosso modo qu'on va venir donner des compétences presque. Oui, Donner de l'expertise, donner beaucoup plus que ce qu'on reçoit. Parce qu'on est dans ce sentiment de jamais être à la hauteur et du coup de devoir donner plus, mais sans forcément en demander un mmh, plus. de donner de la valeur ou, justement parce qu'on ne reconnaît pas la valeur de ce que l'on peut vendre, on préfère le donner plutôt que Exact, vendre. exact. Et est-ce que, le fait de, d'attendre, d'attendre de toi un certain niveau d'expertise, est-ce que ça vient du fait que toi-même, en tant que cliente ou en tant que consommatrice, tu attends ça d'un professionnel? Ouais. Elle est super intéressante ta question parce que enfin, je pense que l'exigence qu'on a envers soi-même, elle reflète l'exigence qu'on a envers les autres ou inversement, hein. L'exigence que j'ai envers les autres, elle reflète l'exigence que j'ai envers moi-même. Et en fait, c'est marrant parce que c'est aussi une des conséquences du syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que quand on a le syndrome de l'imposteur, on a aussi cette volonté de tout faire par soi-même Mmh. et d'être un peu la Wonder Woman ou man, le Wonder Man Ouais. de voilà, dans tous les cas, je suis si exigeante qu'il vaut mieux que je fasse tout par moi-même. Et si je fais pas tout par moi-même, dans tous les cas, c'est que je suis un échec ou que je suis pas à la hauteur. Vraiment tout un engrenage en fait Oui, c'est ça. qui se crée dans le mental et au niveau des pensées, quoi. C'est toute une histoire, Ouais, tout un montage, d'histoire, une histoire qui se raconte, ouais, qui n'en finit pas et qui,
qui au final, tu fatigué, quoi. À un Bah moment oui, et donné. puis qui nous dessert en tant qu'entrepreneur plus qu'autre chose, quoi. Ou en tant que Ouais, salarié, hein. oui, oui. Encore une fois, c'est des choses qui sont applicables à tous les niveaux, hein. Enfin, ce genre de réflexion, ça peut être aussi dans une relation, personnelle, hein, on peut très Mmh, bien être très exigeant envers, l'autre, son conjoint et heu et du coup, être, ne jamais voir l'autre à la hauteur ou se sentir jamais à la hauteur par rapport à l'autre. mmh. Oui, c'est transposable finalement dans tous les domaines, de Mmh. la vie, Oui. qu'on soit entrepreneur ou pas. Et dans les moments où tu t'es posé la question, du coup, si tu étais, légitime dans les périodes, de doute, Mmh. quel impact ça a eu sur ta vie ou sur ton entreprise, sur ton business? Enfin, est-ce que ça a eu un impact, j'imagine pas hyper positif, mais je sais pas, peut-être ralenti certaines choses? Est-ce que il sera question aussi dans les prochains épisodes de burn-out? Est-ce que tu penses que ça peut être un des facteurs qui peut amener, à cet extrême? Ça peut parce qu'on peut, justement passer, tellement de temps sur des projets pour qu'ils soient, parfaits, ou du moins, qu'ils atteignent la perfection qui est inatteignable puisqu'elle dépend de la subjectivité de chacun. Mais, on peut être tellement, ouais, à fond sur des projets qu'en fait, on n'accorde plus de temps, au reste. Mmh, Et effectivement, je pense que Corée, elle en parlera dans l'équilibre vie pro, vie perso, mais, se dédier corps et âme, pour se sentir légitime, ça pourrait, amener à ça. Alors moi, ça a pas été mon cas, parce que j'avais quand même cette volonté d'entreprendre pour avoir plus de liberté. Donc moi, je voyais plus ça, enfin, j'ai quand même, moi, gravi les échelons et vécu une progression, assez, linéaire et constante, et équilibrée. Mais par contre, ce que j'ai pu vivre, c'est, voilà, c'est de la dévalorisation de moi, enfin, un manque d'estime, un manque de confiance, de l'autocritique permanente, qui au final m'ont freinée dans mon développement. Parce que, bah, je passais moins rapidement à l'action, du fait de cette dévalorisation, de ces pensées négatives, de cette autocritique. Et puis j'ai développé la peur de l'échec aussi, la peur de me planter. Donc du coup, il y a comme une paralysie qui se crée où on est là, parfois on préfère aussi ne pas faire et ne pas prendre des projets par peur de mal faire. C'est ça qu'amène le syndrome de l'imposteur aussi, de pas faire assez bien. ouais, voilà, c'est se dire en fait: «Bah, on me demande ça, bah, je pourrais être capable, mais en fait, non, j'ai peur de me planter donc je vais pas le prendre». Ouais, mais en fait, Mélissa, tu t'es lancée pour être entrepreneur, pour avoir la liberté de faire ce que tu as envie de faire et puis pour, enfin, vu que je suis un peu une éternelle étudiante et que j'aime bien aussi, développer mes compétences sur de nouveaux outils et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour ça, en fait, pour sentir des sentiers battus et puis me développer constamment parce que je m'ennuyais très rapidement dans mes anciens emplois. Bah, du coup, tu es pas en adéquation avec ce que tu veux. Tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat, tu as envie de développer, tes compétences, d'apprendre en permanence et tu t'empêches de vivre des choses, parce il y a des gens qui te feraient confiance, mais toi, vu que tu te fais pas confiance, bah, tu y vas pas. Du coup, bah, il y a confrontation et en fait, tu te retrouves dans une paralysie Mmh. et encore une fois, bah, ça freine l'évolution de ton business et tu avances pas, quoi. Donc j'ai progressé, j'ai avancé, j'ai quand même développé mon activité en doublant chaque année mon chiffre d'affaires, mais j'aurais pu arriver à une évolution, encore plus fructueuse et rapide si j'avais, moins subi ce syndrome de l'imposteur, quoi. Et Il y si avait pas eu autant de remises en question, mmh. des remises en question aussi fréquentes peut-être? Ouais, c'est ça. Est-ce que finalement c'est pas la fréquence des remises en question plutôt que la profondeur de pourquoi je me remets en question, enfin oui, enfin du pourquoi qui fait qu'on freine, l'évolution? Je sais pas, là, c'est vraiment une question ouverte, Ouais, je j'ai pas vois ce que tu veux moi-même pas la dire, réponse. ouais, moi, ça a été la fréquence plus, ouais.
En fait, dans la communication marketing, on te propose plein de choses différentes. Enfin, il y a des demandes qui sont vraiment différentes et variées. Et moi, les demandes, mais c'est marrant, c'est comme si c'était lié à ce que j'avais dans l'esprit. Par moment, je demandais des choses et j'avais un client qui arrivait avec cette demande-là. Oui. Et c'était comme si c'était pour me faire justement avancer et dépasser cette peur de l'échec et cette dévalorisation de moi. C'est-à-dire qu'au début, je me suis lancée uniquement dans la création de sites internet et puis je me disais, mais en fait, je pourrais clairement créer des logos, quoi. Et puis j'allais avoir un client qui arrivait avec une demande de création d'identité visuelle et là, je me disais, bah, ah, j'ai pas les compétences, enfin, j'ai pas la certif de graphiste, mais pour autant, je sais que je pourrais faire, en fait. Je sais que je peux faire, je sais comment faire et je sais comment amener la personne à une satisfaction. Et, et en fait, c'est comme si voilà, l'univers me renvoyait un petit peu la balle de bon, bah, je t'invite à hop, t'as un fait, comment tu réagis par rapport à ça? Et puis, bah, effectivement, il y a eu plusieurs fois cette remise en question de bah, est-ce que je suis valable ou pas? Et puis finalement, c'est en passant à l'action et en allant bah, réaliser ce qui m'était demandé que j'arrivais à dépasser ce syndrome de l'imposteur. Parce que ça fait partie des clés. Pour dépasser le syndrome de l'imposteur, c'est finalement la mise en action qui va te donner confiance en toi et qui va te faire passer, bah, qui va te donner confiance en toi, donc qui va te faire passer Mm. d'un stade où tu te sens vraiment voilà, illégitime à OK, ça je sais faire, ça je sais faire, ça je sais faire, et puis ça va mieux. Mais voilà, moi ça a plus été une perception et un vécu en termes de fréquence, pour répondre à ta question, que un truc vraiment profond où je me sentais vraiment illégitime de rien. Non, non, c'était vraiment étape par étape que j'ai pu le transmuter en confiance en moi, quoi. Quand je parlais de profondeur, c'était par rapport, oui, je pourrais le comparer aux crises existentielles, auxquelles on peut être confronté, par exemple à la vingtaine ou à ou à la trentaine et où tu remets vraiment beaucoup de choses en question et ça te prend, vraiment ça tu vas chercher loin et en profondeur. Ouais. Et en fait, c'est plutôt, et c'est une crise, voilà, qui dure peut-être un certain temps, mais après pendant, on va dire 10 ans, tu en as pas des nouvelles, quoi. Donc là, c'est plutôt, pour toi, ce serait plutôt des micro-crises enfin, à fréquence, régulière qui font que ça ralentit, Ouais, c'est ça, mais ça veut pas dire qu'elles sont pas existentielles, hein, parce que Non, par moment, non, tout à fait, voilà. mais c'est, Parce que je pense que c'est important d'en avoir aussi des espèces de micro-crises existentielles ou même des grosses crises existentielles parce que ça permet par moment de se poser les bonnes questions et de se dire: «Mais est-ce que je vis la vie que j'ai envie de vivre aussi, quoi?» oui, là, on est sur un questionnement existentiel, oui, Bah oui, pour mais le coup. ça après je suis pas mal adepte de ça donc mais je pense que ça fait partie, encore une fois, de l'engrenage de la recherche de la perfection aussi. Oui. Heu Est-ce que je vis la meilleure des vies? Est-ce que je peux pas faire mieux? Est-ce que voilà, je Est-ce suis que je pas en train suis de d'échouer dans ma vie, quoi. Il y a un Est-ce que je moment suis légitime de vivre la vie que je vis aujourd'hui? ah oui, il y a aussi ça comme ça, ouais, il y a aussi cette perception-là. Non, mais Ouais. si on va dans le syndrome de Attention. l'imposteur à fond, tu peux Ouais. Ouais, ouais, ouais. écoute, si tu as envie Ça, de réfléchir à la question, vas-y. est-ce que je suis ah honnêtement, non, là, je me sens Non, légitime de vivre non, la non, vie. je plaisante. Mais c'est intéressant, c'est intéressant. Et donc tu disais que pour, dépasser et surpasser ces moments de flottement et de remise en question, c'est le passage à l'action qui, qui fait Ouais. que ça switch, rapidement et facilement. Il y a effectivement, ouais, le passage à l'action. Il y a aussi le fait de, savoir s'entourer de personnes qui, justement, vont venir booster ta confiance, t'encourager, te dire: «Mais non, mais bien sûr que tu es capable là, regarde tout ce que tu as fait, regarde ton parcours, regarde tes expériences passées, regarde les satisfactions que tu as eues des clients précédents».
Mmh. Tu as aussi, hein, les feedbacks des clients précédents. Au final, si je fais une rétrospective, il y a jamais eu personne qui m'a dit, «Mais Mélissa, ton travail n'est pas à la hauteur de ce que j'avais demandé» ou «Tu es complètement illégitime de vendre ça alors que, bah, je suis pas satisfaite du travail que tu as rendu». Non, j'ai jamais eu de retour comme ça. Donc au bout d'un moment, bah, ton cerveau, il comprend bien qu'il y a un problème et que faut que tu arrêtes de te raconter, d'être d'être dans l'autocritique et le jugement permanent alors que tu as des retours qui sont, plus que satisfaisants. Donc voilà, bien relire ces feedbacks. Moi, ce qui m'a aidé aussi, c'est de relire des lettres de recommandation que j'avais pu avoir d'anciens employeurs qui mettaient en avant mes qualités, Mmh. mais que quand je parle de qualité, c'est aussi parce qu'on parle souvent de compétences, mais il y a les compétences aussi interpersonnelles qui sont hyper Mmh. importantes. Où, bah voilà, mine de rien, la créativité, la polyvalence. Bah voilà, enfin, en fait, on est quand même dans une société où on a aussi des diplômes, mais on a aussi en parallèle des compétences interpersonnelles, des qualités en tant que personne et des personnalités qui font que bah, les gens ont plus envie de travailler avec une personne qu'une autre, quoi. Ah, c'est un bon conseil ça, je trouve pour les personnes qui sont dans le doute ou la remise en question d'aller, reprendre les lettres, de recommandation ou les bulletins de notes, Mais oui. Non, mais les même aller jusque-là, attestations ou c'est-à-dire les que tout ce mmh, qui fait du bien, en fait. Il faut aller se reconnecter à tout ce qui fait du bien. Il y a aussi, bon, bah, ceux qui sont attachés au diplôme, ça peut être d'afficher ses diplômes et ses certifications à côté de son ordinateur pour se dire: «Bon, voilà, mmh, je suis aussi légitime de faire ce que je fais parce que, bah, voilà, j'ai investi dans des formations pour me former à ça». Mais ne pas tomber dans l'over-formation non plus, parce qu'on peut très bien être compétent demain en ayant développé cette compétence-là en autodidacte. Parce que mmh, moi, c'est clairement mon cas. Je veux dire, j'ai une licence de droit, un master de RH. Je suis absolument pas issue de formation en communication marketing. Pour autant, c'est ce qui vibrait dans mes tripes depuis le début et mmh. que je n'ai pas écouté parce que c'était pas forcément la fameuse voie qui mène à des débouchés. Mais pour autant, vu que je suis passionnée, que j'aime ce que je fais, bah, en fait, par moi-même, je vais tout le temps aller m'informer, me former, aller découvrir des nouveaux outils. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui, en fait, c'est de pouvoir avoir une vision globale et d'aller piocher dans ce qui est pertinent et intéressant pour le client que j'ai en face de moi, quoi. Ah Donc, oui, donc cet intérêt et cet attrait pour le marketing et la communication, c'était bien avant ton arrivée dans le monde, professionnel? ouais, ouais, parce qu'en fait, j'ai basculé de droit à master management général qui m'a appris les rouages de l'entreprise, grosso modo, Mmh, avec bah, l'aspect marketing, l'aspect finance, compta, même psychologie du travail, etc. Mais c'était vraiment l'aspect com qui m'intéressait. Et après, je voulais trouver quand même le lien avec l'humain. Donc, je suis partie en RH, mais avec cette vision dans ma tête de me dire, je ferai de la com interne. OK. Commencé en faisant de la communication interne et puis petit à petit, ça m'a ouvert, à la communication externe, à la communication marketing, au développement d'affaires, et puis, à tout cet environnement-là, en fait, de stratégie et de créa aussi. Donc, heu, parce qu'il y avait cette part créative qui était là, en fait. Moi, c'était la créativité qui me manquait dans mes études, Mmh. voilà. Donc là, C'est j'en dans mon c'est boulot. important la créativité. Beh oui, tu en parleras dans ton épisode, mais c'est ouais, moi j'adore. Mais c'est pas que dans la production, là on parle de communication marketing et quand on parle de créativité, on a l'impression que c'est tout de suite quelque chose de palpable aussi et Mmh. ça a été mon erreur de penser ça en créant des sites internet, des identités visuelles et cetera au début. Mais la créativité, chez moi, elle va être dans, d'apporter des idées de stratégie de développement, d'apporter, des mots aussi associés à Mmh. l'histoire de l'entrepreneur, à sa distinction et en fait, c'est global. Le La créativité, elle touche des produits, elle touche
des façons de penser, elle touche des façons de se vendre, elle touche, enfin voilà. C'est pas que, une création pure et dure, dans l'univers, quoi. Oui, c'est Pas exactement palpable, ça. je veux dire. Oui, c'est pas un produit ou une œuvre d'art, quoi. Voilà, Enfin, c'est ça, c'est pas juste ça. plus large que C'est ça et ça peut être une manière de penser, ça peut être, une manière de réagir, mmh, d'interagir et en fait, je pense que c'est ça qui fait toute la différence, parce que, le monde du marketing et de la com, c'est un monde qui est basé sur l'émotionnel et la psychologie humaine. Donc là, mmh, le lien avec les ressources humaines, il est là aussi. C'est-à-dire quand même que, heu, s'il y a pas d'émotion qui est générée suite à de la com marketing, que ce soit face à un produit ou face à une idée de vente ou, une offre promotionnelle ou quoi, c'est que, bah, c'est qu'elle est pas efficace, tout simplement. Donc il y a cet aspect, recherche d'émotion aussi, et en fait, on va chercher l'émotion et on la trouve en étant créatif. Parce que c'est en sortant des sentiers battus, en sortant de l'ordinaire que là, on va faire, générer quelque chose chez le client ou la personne en face, quoi. d'où l'intérêt d'un processus créatif, Exact. hyper cadré Ouais. et heu et riche et impactant. Merci Mélissa pour tous, ces partages. C'était fort, fort intéressant. Est-ce que tu aurais, autre chose à rajouter ou peut-être des conseils à donner ou à partager, à quelqu'un qui serait sur le point de se lancer, qui aurait quelques craintes, quelques peurs, en rapport avec ce fameux syndrome de l'imposteur ou non? Ouais, en fait, j'ai envie de dire, aux personnes qui ressentent le syndrome de l'imposteur que c'est pas une fin en soi de ressentir le syndrome de l'imposteur, de le vivre. Dans un premier temps, en fait, déjà de l'observer, de l'accepter, de se dire, d'observer ses pensées, de se dire: «OK, bon là, j'ai peut-être pas les bonnes pensées» et d'aller chercher les ressources, derrière pour justement éliminer ces pensées, négatives qui nous freinent. Bah, ça peut être déjà une voie pour, en apprendre à le gérer parce que c'est pas quelque chose, le syndrome de l'imposteur qu'on va éliminer ou qu'on va éradiquer. Je trouve qu'il a quand même son importance, dans la vie puisqu'il nous permet de garantir une certaine humilité vis-à-vis de ses clients ou futurs employeurs. Dans le sens où on va être dans une remise en question, face à ce qui nous est, demandé. On va pas être on va pas arriver avec ses gros sabots en disant: «Moi, je sais tout sur tout et je sais tout faire et puis les choses sont ainsi et pas autrement». Non, le syndrome de l'imposteur, il permet justement de rester, dans la remise en question par rapport à ses compétences, dans l'ouverture d'esprit par rapport au perfectionnement possible et je trouve que c'est hyper important. C'est vraiment garant d'une humilité et qui est essentiel pour moi dans le travail, en collaboration avec d'autres. Donc Oui, voilà, n'ayez pas peur. Conseil, c'est n'ayez pas peur du n'ayez syndrome pas de peur. l'imposteur, acceptez-le, ouvrez-vous à lui et allez chercher les ressources qui viennent pas le nourrir justement, mais le faire, diminuer en fait. Parce que, vous avez des expériences passées, vous avez des compétences, vous avez probablement des retours clients, vous avez probablement un entourage qui peut vous faire, part de vos qualités, interpersonnelles, des diplômes à la clé et cetera qui peuvent vous valoriser et vous faire, enlever cette peur de l'échec, ou de se sentir illégitime. En passant à l'action, par exemple, Et en passant à l'action, exactement. quelle que soit l'idée qu'on a. Et est-ce qu'on n'est pas sur terre pour expérimenter aussi, de nouvelles expériences et est-ce que c'est pas en justement s'ouvrant à de nouvelles expériences qu'on ne développe pas ses compétences en fait? Au bout d'un Mais moment, si, bah, mais voilà, complètement! et voilà, il y a un moment, c'est aussi ça, c'est accepter l'inconnu, pour développer ses compétences, sa confiance et se faire confiance dans le processus créatif et l'apprentissage en fait. Mais en tout cas, passer à l'action ne fera qu'augmenter votre confiance en vous et justement dépasser ce syndrome. Merci beaucoup Merci à toi pour Marie. ces sages paroles. Avant de,
Avant de terminer cette interview, je souhaiterais te poser une autre question. Mmh. Qu'est-ce que c'est pour toi le succès ou la réussite? Ouah! Alors le succès ou la réussite, pour moi, en fait, on a l'image dans la société qui nous renvoie, les paillettes, le champagne, «Ouah, tout est génial, tu plein de fric, tu as une belle maison» et cetera. Hem, pour moi, c'est pas nécessairement ça le succès. Si profondément voilà, je regarde à l'intérieur de moi, ce qui se passe, pour moi, demain, je vivrai une vie pleine de succès si j'arrive à être 100 authentique dans ma vie pro comme perso. Si j'arrive à me sentir, dans un équilibre, sain, en fait, dans une vie où je me sens bien, avec moi et avec les autres. Heu, c'est en fait, c'est de la simplicité pour moi. La réussite, ou le succès, c'est faire les choses avec simplicité, facilité, fun, s'amuser, quoi. Se dire: «Bah, chaque jour, j'expérimente de nouvelles choses et je suis contente de vivre chaque journée, en fait, qu'elle est stimulante et riche ouais, riche d'apprentissage». Et on verra bien où ça nous mène. Ouais, c'est ça. Pas de ouais, d'essayer d'éviter d'être dans la volonté d'avoir un résultat, vraiment, waouh! Je pense qu'il y a beaucoup, et ça se retrouve notamment dans le domaine du sport Mmh. où des personnes vont aller, cravacher, 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 pour avoir la médaille, ou être sur le podium et finalement quand le graal est là, bah, en fait, on se rend compte que, bah, ça comble pas forcément le vide, qu'il y avait, à l'intérieur et faut pas tomber justement dans ce biais qu'on a là d'imaginer que, le succès ou la réussite va nous combler de bonheur. Je pense que le bonheur, on peut le trouver chaque jour, dans la simplicité, en fait et dans l'authenticité, d'être qui on est, avec qui on a envie, chaque jour. Ne pas se laisser, bercer d'illusions, par ce qui peut être montré sur les réseaux Ouais. sociaux ou ailleurs. Mmh. C'est ça, c'est une des prochaines, Une des une des prochaines aussi, prochaines interviews. mmh. De pas se comparer effectivement au bonheur des autres ou à la vision que les autres ont du bonheur aussi. Mmh, Et puis parfois, il y a ce biais-là aussi avec la com marketing où on peut, vendre du rêve. oui. Mais j'ai envie de dire, en tout cas je vais prêcher un peu pour ma paroisse, mais on n'est pas obligé, de faire de la com marketing pour vendre du rêve, mais on peut aussi la faire de manière super, simple et authentique pour, vendre une vraie transformation ou vendre des vrais programmes ou des vrais produits qui font la différence, et qui créent du lien et des changements. Donc pour, tes futurs clients qui nous écoutent, Mélissa ne vend pas du rêve. Voilà. Je vends de la réalité, du concret. Ah non, mais c'est vrai! Je j'ai pas du tout envie de travailler avec des personnes qui ont envie que je fasse de la fake marketing, enfin de la fake com. Mais je pense que ça m'est jamais arrivé, hein, donc OK, OK. je pense Le qu'on message est passé. attire ce que l'on est. Si tu as encore un message à faire passer à des futurs clients ou quoi, vas-y, c'est le moment. C'est le moment, promotion. On sait jamais, on sait jamais. Eh bien, écoutez, si vous avez envie d'une copilote pour embarquer dans votre business, et puis, pour vous aider à comprendre un peu les rouages de la com marketing, à vous créer une identité de ouf et puis à vous apprendre à manœuvrer les outils qui vous parlent, en fait et puis à la clientèle qui vous parle aussi, à faire ressortir votre, distinction, votre unicité, de manière authentique et sans être dans la vente de rêve, eh bien, écoutez, je suis à votre disposition. C'est mon dada. Tagada, tagada. Heu, super, merci, merci beaucoup
Et enfin, pour terminer, pour revenir sur le thème de l'interview, donc le syndrome de l'imposteur, tu as préparé un petit quelque chose, Pas un petit ou petit, grand? Marine. C'est vrai que je dis J'ai petit, prépa mais oui. tu as préparé quelque chose. J'ai préparé un exercice, en fait, pour vous permettre de sortir de ce syndrome de l'imposteur et c'est un exercice que moi-même, en fait, j'ai fait parce que, je me suis quand même, j'en ai pas parlé, c'est vrai, dans les choses qu'on peut faire pour justement venir, gérer ce syndrome de l'imposteur, mais moi, je me suis fait aussi accompagner. J'ai testé plusieurs choses, parce que j'adore le bien-être, hein, j'ai notamment, voilà, fait, un exercice que j'ai envie de reproduire avec vous, qui m'a vraiment aidée, qui m'a vraiment, permis de, voilà, de remettre à plat, tout mon parcours, qu'il soit professionnel ou personnel et du coup me sentir beaucoup plus confiante et à l'aise à proposer, mes services, à aller de l'avant et à passer à l'action avec les clients qui me demandaient même des demandes, qui étaient, au-dessus de ce que j'avais même prévu moi dans mes offres. Donc voilà, c'est un exercice qui nous invite à remettre nos antennes à l'intérieur, comme dirait Sandrine. Et qui nous invite, voilà, à faire une introspection et à nous revaloriser, et à voilà, nous sentir confiants face à l'avenir, avec qui on Donc est. un exercice petit dans la forme, mais grand dans ce qu'il contient et Pas dans ce petit dans la qu'il, forme non plus, honnêtement, je pense qu'il te plairait en plus cet exercice parce que c'est un exercice qui, heu, qui mixe, qui est dans la pratique. On est dans c'est un exercice créatif, mais qui permet l'introspection. Voilà, donc ça mêle, créativité et introspection et c'est quelque chose qu'on peut garder après, chez soi et l'avoir en face de soi et du coup, venir nous, réénergiser, nous rebooster, nous redonner confiance, lorsqu'on a des petits moments de doute. Donc c'est un exercice qui, a à la fois un impact sur le court terme, mais aussi sur le long terme, parce qu'on le garde. super, Mmh. super, j'ai hâte de le de le découvrir. Et si, comme moi, vous avez aussi hâte de découvrir cet exercice que propose Mélissa, je vous invite à le découvrir dans le coffret Business Boost que vous pouvez découvrir en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Voilà, un coffret qu'on vous a réservé spécialement pour le sommet dans lequel vous découvrirez plein d'autres choses. Merci Mélissa. Merci beaucoup Marine pour, nos échanges. Si tu as aimé cet échange, cette interview, n'hésite pas à liker et à partager, d'autant plus si tu penses que le partage de Mélissa peut intéresser ou peut parler à quelqu'un que tu connais qui est concerné par le syndrome de l'imposteur. Partage, partage. Et merci d'avoir suivi cette interview. On se retrouve pour les 6 prochaines autres. Merci encore Mélissa Merci. et à très bientôt. À très bientôt.